Bonjour à toutes et tous. Cette année, le Congrès des maires est revenu sur un sujet d'inquiétude qui pourrait bouleverser à la fois les villes et les campagnes. Il s'agit de la baisse de la démographie. Et pour en parler avec moi, 3 maires en plateau, 3 maires de différents départements, notamment des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Valérie Revel, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de l'Escar dans le 64 dans les Pyrénées-Atlantiques. On reste dans ce département avec vous. Alain Sens, merci d'être là. Vous êtes le maire de Rébénacq. Bonsoir à tout le monde. Et il y aura un Girondin à cette table. Bonjour Daniel Barbe. Bonjour. Maire de Blasimont. Alors on vous connaît en Gironde puisque vous êtes aussi le président des maires ruraux de Gironde. Et nous sommes donc là au Congrès, au Salon des maires. Alors je le disais en préambule, c'est un sujet d'inquiétude pour les élus locaux, la baisse de la démographie. Je vais reprendre mes notes parce qu'il y a quelques données à avoir en tête. Entre mai 2024 et mai 2025, il y a eu pour la première fois plus de décès que de naissances. Et depuis 2011, on assiste à une baisse continue de la natalité avec un pic 2021 qui vient peut-être bouleverser les cartes et en tout cas les analyses, mais vous nous le direz. Je voudrais qu'on commence par là, si vous le voulez bien. Valérie Revel, est-ce que vous constatez, vous, cette baisse de la démographie? Est-ce que votre ville est un peu moins attractive? Est-ce que vous perdez de la population? Ou est-ce qu'il faut encore nuancer parce que tous les territoires ne sont pas égaux sur ce point-là? Oui, je fais partie des villes qui, effectivement, sont impactées pour une moindre mesure quand même, puisque nous avons perdu environ 500 habitats en une dizaine d'années. Donc ça reste limité, et ce n'est pas lié à un problème d'attractivité, c'est lié à un problème de prix du foncier. Prix du foncier. L'Escar, combien d'habitants, Valérie Revel? Alors, jusque-là, nous étions 10 000, et donc au dernier recensement, nous n'avons pas encore les chiffres du prochain recensement, enfin du dernier recensement, mais dont nous allons avoir les chiffres en janvier, 9 500. Donc voilà, 500 habitants perdus à peu près sur les 10 dernières années. Et là, on sent qu'il y a un frémissement, ça remonterait un peu. Mais le problème, c'est vraiment le foncier et puis aussi le vieillissement de la population. Alors justement, on va en parler avec votre voisin Alain Sens. Qu'en est-il pour Rébénacq et d'abord, combien d'habitants chez vous? Moi, je suis une commune préurbaine et rurale de montagne. Donc, nous avons 673 habitants, vous voyez. Donc, voilà. Et nous faisons partie de cette plus belle vallée des Pyrénées, qui est la vallée d'Ossau, qui, elle, par contre, nos fonds de vallée, sont en déperdition démographique assez importante, quoi. Et chez vous, à Rébénacq, 173 habitants, pour l'instant, c'est stable? C'est stable. On a eu plus 30% dans les années 80, vous voyez, et maintenant, on maintient cette population. Alors, on va rester dans ces nuances. En Gironde, qu'est-ce qu'il en est, Daniel Barbe? Sur Blasimont, nous prenons toujours de la population. Aujourd'hui, nous allons arriver à 1000 habitants. Et ces 1000 habitants en 2025, si on ramène en 1995, il y a 30 ans, eh bien, on était 700. Donc on continue à prendre la population. Et je rejoins Valérie, c'est souvent le prix du foncier qui fait ça. Nous, on est à 25 km de Libourne, on est à 30 km de Langon. Et chez nous, le prix du foncier est encore très très abordable, même s'il a énormément augmenté, puisque je dis qu'en même pas 10 ans, il a été multiplié par 2. Mais quand on part de rien, on peut être aujourd'hui à 50, 60 euros du mètre carré. Donc c'est très important ce qui a été dit là. Donc là, vous avez, à part vous, Valérie Revel, vous voyez de la population moins 500 habitants. Est-ce que ça change quelque chose en termes de services publics, en termes de classes, en termes d'écoles? Parce que quand on parle de baisse de la démographie, pour les élus locaux, ça se traduit d'abord par des fermetures de classes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? Même si j'entends bien que 500 habitants sur avant 10 000, c'est peut-être encore un petit delta, mais c'est quand même significatif. Oui, c'est un petit delta, ce qui fait qu'il n'y a eu que quelques fermetures de classes, mais des fermetures de classes quand même. Donc c'est vrai que ça interroge par rapport à ce qu'il faut faire. Comment faire pour refaire venir des habitants, puisqu'il y a là des équipements publics. Et c'est ça quand même derrière la question aussi qui se pose, c'est comment on peut faire pour aménager nos territoires, pour prendre en compte qu'on n'ait pas besoin de construire de nouvelles écoles, là où il y a beaucoup de construction, et là où il y a au contraire des équipements qui sont là, des écoles, des gymnases, etc. Tous les services publics. Tout est là. Et voilà, tout est là, et là, les habitants ne peuvent plus venir y habiter. Donc, ça pose question sur nos aménagements quand même, cette question de démographie. Alors, il ne faut pas exclure le fait, effectivement, qu'il y a globalement une baisse de la natalité,
une baisse de la démographie et que donc ça aura des conséquences quoi qu'il en soit. C'est pas qu'une question de répartition. C'est-à-dire que justement, vous avez des équipements, mais s'il n'y a plus les enfants en face, si cette baisse de la natalité se confirme, vous, en tant que maire, là, pour le coup, vous allez vous retrouver avec peut-être des équipements un peu surdimensionnés. Peut-être c'est un peu la crainte aujourd'hui, ou qui se paupérisent, tout simplement. C'est la question, effectivement, qui est posée pour les maires qui subissent des baisses de la démographie importantes. Nous, ça ne se pose pas encore et en plus, on sent un frémissement et on fait ce qu'il faut parce qu'on est là, nous, les communes, les mairies, à essayer de faire en sorte que nos communes continuent à être attractives pour justement ne pas baisser dans nos classes, ne pas fermer des écoles. Mais c'est quand même ce qui se pose effectivement dans certaines communes et donc des équipements qui sont là, qu'il faut continuer à entretenir, qu'il faut continuer... Voilà, qui entraînent des coûts, des charges et qui sont là. Et voilà, justement, Alain Sens, dans la plus belle vallée des Pyrénées, la vallée d'Ossau, dont nous parliez à l'instant, quelle est la situation là-dessus, sur les classes? Est-ce que vous voyez finalement cette menace dont parlait Valérie Revel, finalement des fermetures de classes et puis à terme d'écoles, puisqu'il y a moins d'enfants? Oui, un chiffre important pour le département des Pyrénées-Atlantiques, on a perdu 4000 élèves en 5 ans. Vous vous rendez compte? 4000 élèves. Donc, il est certain qu'il y a des restructurations qui se font. On avait des classes surchargées, ça permet justement d'essayer d'améliorer le taux d'encadrement au niveau de certaines écoles. Mais tôt ou tard, et pas plus tard que l'année prochaine, vous voyez, dans ma commune, il y a des élèves qui partent au collège à Rudy, et à Rudy, ils sont dans la position où ils vont fermer une classe de 6e. Parce que cette baisse de natalité, automatiquement, nous avons des pertes d'élèves et des fermetures de classes. Et surtout au niveau de nos fonds de vallée, qui accueillent même des élèves espagnols. Et vous vous rendez compte, pour essayer de maintenir ces collèges... vous avez des élèves espagnols qui arrivent ici tout à fait. Être scolarisés en France. D'accord. À la Reims, à Bedouce, dans les fonds de vallée, justement, pour essayer de garder ces collèges dans nos fonds de vallée, quoi. Très bien. En Gironde, Daniel Barbe, est-ce que, pareil, voilà, est-ce qu'il y a cette question démographique qui aboutit à des fermetures de classes? Parce que c'est l'élément le plus structurant, l'un des plus structurants, en tout cas extrêmement sensible, à chaque rentrée des classes. Alors, bien sûr, la baisse de la démographie, ça, on ne peut que la constater. Après, la Gironde a entre 15 et 18 000 habitants supplémentaires par an depuis plus d'une dizaine d'années. Ces habitants, pour une moitié, sont des personnes qui arrivent passer leur retraite en Gironde, et les autres viennent très souvent sur la métropole ou sur la partie bassin. Mais il y a quand même de la population qui vient sur nos territoires. On voit qu'il y a un vieillissement de la population. Ça a été dit par mes collègues et ils ont absolument raison. On le constate aussi en Gironde. Maintenant, je reprends les propos d'Alain. Il va falloir profiter de ça et ça sera important. Il faut que l'éducation nationale l'entende. Il faut peut-être baisser les postes, mais pas au point de nous fermer des classes en permanence dans le monde rural. Il faut maintenir pour avoir de la qualité d'enseignement. Si on est capable de diviser en deux une classe dans un quartier prioritaire de la ville, on peut maintenir des classes dans le monde rural sur la base de peut-être 18, 17 élèves, puisqu'il y en a 14 dans des CE1 ou CE2 dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc je pense qu'il va falloir mesurer et faire la qualité d'enseignement dans nos zones à nous. Voilà. Finalement, Valérie Revel, ce que dit Daniel Barbe, c'est ça, c'est que, bon, ok, il y a peut-être moins d'élèves, mais finalement, on peut peut-être avoir un enseignement de meilleure qualité, des classes qui ne seraient plus surchargées. Est-ce que ça, quand on est maire d'une commune comme vous, est-ce que cette discussion est possible avec l'éducation nationale? Est-ce que c'est un argument qui est recevable aujourd'hui? Oui, enfin en tout cas c'est vrai qu'on essaye de discuter avec les inspecteurs d'académie pour leur dire attention aux fermetures de classes quand on a par exemple des communes avec des particularités, quand on a le souci aussi de l'inclusion. C'est-à-dire qu'il est plus facile de faire de l'inclusion pour des enseignants et d'accueillir donc, de faire une inclusion totale, c'est-à-dire d'accueillir des enfants en situation de handicap, quel que soit le handicap, y compris l'autisme par exemple, qui nécessite d'avoir un temps plus particulier pour ces élèves, en ayant moins d'élèves, en ayant des classes moins surchargées. Donc ça peut être aussi finalement une opportunité. Ça peut être une chance.
Ouais. Voilà. Et ce discours-là, vous pensez que ça va être un des arguments dans les années à venir? Même question pour vous, Alain Sens, mais Valérie Revel, est-ce que ça, vous voyez que vous, en tant qu'élus locaux, vous pouvez avancer sur ce terrain-là et en disant attention, on a peut-être une chance de retrouver un peu de qualité, un peu de souplesse, un peu d'air dans les classes? Oui. Alors, on a de la qualité dans le service public scolaire, quand même, il faut le dire, il faut le rappeler, on a déjà de la qualité, mais c'est vrai qu'on a parfois des enseignants en souffrance par rapport aux classes surchargées. Et donc, je pense qu'il y a des étapes d'apprentissage importantes et qu'on peut peut-être développer aussi d'autres apprentissages, d'autres façons d'apprendre aussi, si on a des classes moins surchargées. Donc, oui, là, je pense que la qualité sera encore meilleure. Et on pourra peut-être prétendre à avoir des scores PISA qui soient meilleurs aussi. Un petit peu mieux, oui, je vois où vous voulez en venir. Alain Sens, quand on parle justement de problèmes de démographie, on s'intéresse aussi, les services publics, on vient de parler de l'école, mais il y a aussi les commerces, parce que s'il y a un peu moins de monde dans les territoires, finalement, ça va être aussi difficile d'attirer peut-être des entreprises. Est-ce que là, quelle est la situation pour la vallée d'Ossau chez vous, puisque vous avez perdu 4000 élèves sur les Pyrénées-Atlantiques? Sur les Pyrénées-Atlantiques, 4000 élèves. Et oui, donc il y a des répercussions justement sur la vie de nos villages. Il y a pas de... Parce que les parents, vous savez, qu'ils amènent leurs enfants à l'école, et il y a l'alimentation, il y a le restaurant, et de temps en temps, ils s'arrêtent dans ce passage-là. Et c'est simple, je parle un peu de statistique. Parce que allez-y, justement. J'avais la commission départementale de l'éducation nationale le lundi, avant de monter à Paris. Et il est vrai qu'avant, on avait une moyenne départementale par classe de 23 élèves. 2025, 2026, on est descendu à 19 élèves. Donc ça fait un confort pour les enseignants, justement. Jusqu'à quand on pourra tenir, parce que vous savez que nos directeurs départementaux, ils ont une enveloppe. Jusqu'à quand cette enveloppe va durer, c'est ça. Mais bon, pour l'instant, on arrive à maintenir justement ce taux d'effectif qui diminue pour la qualité d'enseignement et le bien-être de nos élèves. Daniel Barbes, vous le disiez, ça peut être une opportunité. On arrive à maintenir les taux, on arrive encore à tenir. Est-ce que vous sentez que la discussion va se tendre parce que la question budgétaire est posée sur tous les sujets? Alors bien entendu que la question va se tendre. Ça, c'est une certitude. Il ne faut pas qu'on rêve et surtout ne pas être dans l'utopie. On a commencé à nous présenter dernièrement des fameux diagrammes extraordinaires où on prend la natalité 2020-2021, juste après le Covid, et vous remarquerez qu'elle est assez haute à ce moment-là, et on regarde celle de 2023-2024, qui est assez basse justement en ce moment. La conjoncture internationale, l'histoire Covid, quand on a fait un enfant en 2021, qu'on avait pensé le faire en 2022 ou 2023, on ne l'a pas refait aussitôt. Donc la réalité, c'est ça. Et là, on nous dit, regardez la courbe, et on se projette comme ça à 10 ans. Bon, moi, j'ai bien dit l'autre jour à l'inspecteur d'académie qu'effectivement, on pouvait en tenir compte, mais qu'il fallait faire attention et toujours animer cette discussion avec des chiffres réels et actuels. On ne peut pas rester juste comme ça dans une projection qui fait que l'on va nous fermer je ne sais combien de postes, parce que c'est les postes d'abord qu'on ferme, et après c'est des classes. Et moi, je voudrais revenir sur un point qui a été bien abordé par Valérie, mais c'est les équipements. À savoir qu'à Rébénac ou à Blasimont, une commune de moins de 2000 habitants, on n'a pas le même type d'équipement qu'on peut avoir à l'Escar. Et on a encore moins le même type d'équipement qu'il y a à Bordeaux, à Mérignac ou à Pessac. Ce qui fait que si en plus de ça, on nous baisse des classes, si on nous enferme, mais la qualité ne sera pas au rendez-vous. Mais en même temps, on n'a pas les équipements, la belle bibliothèque, la piscine à côté, les déplacements beaucoup plus faciles pour des élèves et des classes. C'est beaucoup plus simple. Donc il ne faut pas qu'on ait une double peine. Ça serait bien dommage. Il faut que peut-être l'éducation nationale, à ce moment-là, nous aide à nous, justement, à pouvoir recevoir des élèves qui relèvent du handicap et vraiment faire la vraie inclusion. Donc là, en tout cas, il y a un vrai sujet de réflexion. Une question plus politique à tous les trois, parce qu'on a beaucoup parlé sur ce plateau de baisse de la natalité. En janvier 2024, Emmanuel Macron, le président de la République, a lancé un appel pour le réarmement démographique avec un plan de lutte contre l'infertilité et la question du congé de naissance, dont les députés viennent de voter un allongement jusqu'à 2 mois supplémentaires pour chaque parent. Valérie Revel, est-ce que cette urgence du réarmement démographique, est-ce que vous y êtes sensible? C'est un appel du président de la République, vous êtes une
élu socialiste. Comment vous l'avez perçu? Est-ce que vous dites il y a quand même quelque chose, il faut se soucier de ce problème? Oui, on était plutôt les champions jusqu'ici en Europe, en France. Donc, la France n'est plus champion du tout. La natalité est passée en dessous du taux de renouvellement des générations. Donc, on sait que ça pose des problèmes aussi à long terme pour les retraites, pour... on est en plein dedans, c'est encore le débat budgétaire là-dessus. Effectivement. Donc, c'est important de redonner confiance aux Français pour... concevoir des enfants, de les aider, mais aussi de les accompagner. Il y a tous les services petite enfance aussi qui sont en train de se développer et qui deviennent davantage encore publics. Donc, permettre aux parents de se sentir, on va dire, en sécurité dans le fait de vouloir concevoir des enfants pour qu'on puisse augmenter cette natalité. On sait qu'on a un vieillissement de la population. Je suis aussi médecin et je suis médecin gériatre. Donc, je sais que les médecins gériatres continuent à bien soigner les personnes âgées et pas que les médecins gériatres, bien sûr. Donc, on va avoir aussi un vieillissement de la population qui va continuer grâce à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, il faut, pour le renouvellement des générations, il faut augmenter la natalité. Là où avant, ça posait moins de problèmes. Donc, c'était peut-être plus évident. On reviendra sur la question de confiance. Alain Sens, est-ce que ce vieillissement de la population, vous le constatez aussi, ça va de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure? Tout à fait, oui. Au niveau j'ai ma secrétaire l'autre jour qui m'a dit mais on n'accueille que des personnes âgées. Et ça m'a trotté dans la tête parce que il est vrai que depuis une dizaine d'années, avant on accueillait pas mal de jeunes couples et là depuis le foncier est raréfié et le coût du foncier aussi est important, quoi. Ce qui fait que c'est pas les jeunes couples, les jeunes ménages qui peuvent se permettre d'acheter ou de construire une maison sur Rébénac, quoi. Et c'est pour ça que donc c'est la conséquence. Après, vous parlez justement de la baisse de la natalité. Mais vous savez, avec ce qu'on voit en ce moment à Paris, l'avenir et ce qu'on a entendu hier par le général des armées, oh là là, il va falloir faire des enfants, parce qu'on va rentrer en guerre dans 2 ans, quoi, d'après ce qu'il dit. Oui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut se préparer à un choc d'ici 3-4 ans, éventuellement avec la Russie. Ça, c'est ce qu'il dit. Il parle d'un choc, pas d'une guerre, mais en tout cas d'un choc. Il a parlé mais guerre. Justement, ce climat anxiogène dont parle Alain Sens et auquel vous faisiez allusion, Valérie Revel, Daniel Barbe, est-ce que vos administrés vous en parlent? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que vous sentez que les gens sont un peu plus inquiets, tracassés, s'interrogent? Alors on voit bien que les gens s'interrogent. Les sujets sont récurrents. D'abord, pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Donc les gens sont à l'heure actuelle. Moi, je dis souvent, on me parle du RN, on dit les gens sont fachos. Moi, je dis ils sont pas fachos, ils sont fâchés, très fâchés. Très fâchés contre la politique gouvernementale actuelle, très fâchés contre tout ce qui s'est mis en place depuis de nombreuses années. Donc ils parlent beaucoup, ils parlent de cette guerre en Ukraine qui quand même en quelque part leur fait peur. On l'a vu le 11 novembre quand on est à nos cérémonies, même les jeunes en parlent. Et aujourd'hui, comment, quand on a 30 ans, se projeter et dire on va avoir 1, 2 enfants, on peut se poser ces questions-là. Mais aussi, il y a d'autres problématiques qui vont venir face à nous dans le monde rural. C'est cette fameuse loi, je ne sais pas si elle va sortir ou pas, et avec quel degré, le zéro artificialisation nette. Oui. Il faut quand même se rendre compte qu'au moment où des gens, et on l'a vu après le Covid, veulent venir à la campagne, on va nous dire que l'on aura moins à bâtir et donc on ne pourra pas se développer. À un moment donné, donnons-nous aussi les moyens et donnons les moyens à ces communes monde rural qui vont jusqu'à 10 000 habitants, il faut se le dire, les moyens, parce qu'il y aura des friches agricoles dans certains endroits. Je pense à des bâtiments ou des choses comme ça. Il va falloir les remettre en activité, peut-être par de l'économie ou peut-être par du logement. Il y a des solutions, mais je pense, et depuis très longtemps, la confiance, et il y a une rupture de confiance entre les gouvernants et les élus que nous sommes, les élus de base. Et il faut nous faire confiance. Et on peut discuter entre nous. On a certainement tous des solutions qui vont améliorer la vie de nos habitants et aussi pour se projeter à demain. Que l'on puisse discuter, mais totalement en confiance.
Alors, on a un préfet en Nouvelle-Aquitaine qui est quand même très ouvert à la discussion, qui remonte des choses, mais il va falloir vraiment qu'on appuie auprès des gouvernants. Alors, on parlait de confiance entre les gouvernants et les élus locaux. Le Premier ministre vous a promis aux élus locaux un grand acte de décentralisation. Vous en attendez quoi, Valérie Revel? Parce que quand on parle de décentralisation, voilà, tout de suite, ça veut tout dire et rien dire. Il faut des actes concrets derrière, mais en tout cas, est-ce que vous attendez quelque chose? La décentralisation, on a eu des exemples de compétences que nous a déléguées l'État avec soit pas de moyens, soit des moyens qui n'ont jamais été réévalués au cours du temps. Donc la première chose que l'on demande, je pense que tous les élus sont d'accord pour la décentralisation, pour nous donner sur les territoires plus de pouvoir de décision. Par contre, derrière, il nous faut les moyens pour le faire. C'est-à-dire, c'est pas prenez cette compétence et vous la payez vous-même, parce que ça, c'est pas possible. L'État vient déjà nous prélever suffisamment pour, en plus, nous demander de faire plus de choses avec moins de moyens. Donc, oui pour la décentralisation. Merci de la confiance que peut avoir le Premier ministre envers les élus des territoires, que ce soit les régions, les départements ou les élus municipaux. Mais nous, on exigera des moyens pour mettre en œuvre ces compétences. À l'insens, même, j'imagine, même approche, même constat que Valérie Revel. Décentralisation, oui, mais avec de l'argent au bout. Oui, tout à fait. Vous savez, quand je me suis engagé en politique en 80, on parlait de décentralisation et je pense souvent à Gaston Defferre qui doit se retourner dans sa tombe quand il voit ça, quoi. Parce qu'on constate de plus en plus, comme l'a dit Valérie, on nous confie des tâches, des missions qui ne sont pas financées. À un moment donné, vous avez vu, ils veulent ponctionner le bas de laine des retraités, ils ont ponctionné les collectivités locales. 80% des marchés publics au niveau du bâtiment et des travaux publics, c'est les collectivités locales. On a le président de la Fédération du bâtiment qui n'arrête pas de me dire quand c'est qu'on va sortir des investissements, il faudra attendre les budgets. Donc voilà, quoi. On est pris à la gorge et on fait au mieux. Par contre, ce qui a été... Vous voyez, moi je surnomme les fantassins de la République. Si on n'avait pas ces fantassins de la République que sont les maires, eh bien, comment serait notre République? Et il est vrai que, vous voyez, au niveau du Covid... Allez-y, ça fait partie, c'est les joies de l'extérieur. Ouais. Donc, au niveau du Covid, qui c'est qui a fabriqué les masques, qui c'est qui a distribué tout ce qu'il fallait? C'était les élus locaux. Vous voyez que quand on donne ces responsabilités aux élus locaux de proximité, moi, que je me suis engagé en politique, j'ai toujours été un fervent partisan du principe de subsidiarité. Tout ce qu'on peut faire au plus proche des habitants, on le fait. Ce qu'on ne peut pas, on le délègue. Mais maintenant, on a des supra-intercommunalités, des super-régions. Vous savez, je suis président de la Fédération des associations de maires de Nouvelle-Aquitaine. Quand vous allez au fond de la Creuse ou vous allez du côté de Poitiers, il vous faut la journée uniquement pour une réunion de 2 heures. Oui, tout à fait. Il nous reste quelques minutes, mais je voudrais un dernier sujet parce que ça vous concerne aussi. Et en plus, on a la chance d'avoir une médecin sur le plateau. Je voudrais qu'on parle des déserts médicaux parce que ça accompagne toute cette réflexion-là. Et je reviens vers vous, Valérie Revel, les déserts médicaux en tant que médecin et maire de l'Escar. Comment vous le percevez? Est-ce que là, il y a aussi une urgence? Vous voulez me dire oui, bien entendu, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus et qu'est-ce que vous attendez là-dessus? Oui, il y a 2 sujets là-dessus. Il y a d'abord l'accès aux soins, donc avec une vraie mise en danger parfois là où il y a des déserts médicaux parce qu'on ne trouve pas de médecin pour le suivi, mais aussi lorsque cela devient urgent et avec des retards de prise en charge. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi la question de l'aménagement du territoire. Un territoire ne sera pas attractif s'il n'a plus d'école, s'il n'a plus de médecins, s'il n'a plus de services publics non plus. Donc c'est aussi une histoire d'aménagement du territoire, mais je pense que mon collègue dans le rural, enfin mes collègues dans le rural en parleront bien mieux, même s'il commence à y avoir aussi des difficultés d'accès aux soins dans les villes. Donc là, je pense que c'est le territoire national qui est touché par ça. Quelques territoires qui sont encore préservés, mais ils deviennent de plus en plus rares. Justement, Daniel Barbe, il nous reste 1 minute, mais le tableau pour la Gironde, en tout cas à Blasimont, est-ce qu'il vous concerne immédiatement, déserts médicaux là aussi? Alors, on a bien travaillé sur le secteur de l'Entre-deux-Mers, Sauveterre, Blasimont-Rozan. Nous étions dans une zone très tendue il y a quelques années. Nous avons porté la voix auprès de l'ARS.
L'ARS, au départ, n'écoutait pas réellement. Et puis, ils se sont aperçus qu'on ne disait pas de bêtises. On s'est fait confiance. Aujourd'hui, on est sorti de la zone très tendue. Les collectivités ont été rendez-vous de la proximité. Et ça, c'est important. C'est notre travail à nous, le rendez-vous de la proximité. Et puis après, il faut avoir des aides d'État, de l'Europe, comme ça. Et nous arrivons chaque fois à trouver des solutions. Nous sommes la proximité. Faisons-nous confiance avec l'État. Qu'est-ce qu'il en est dans la vallée d'Ossau, la plus belle des Pyrénées, à l'Insens? Bon, vous allez me dire que c'est très beau, mais nous, on a la chance justement d'avoir anticipé un peu cela. Et les collectivités, en particulier la collectivité de la communauté de communes de la vallée d'Ossau, a créé des pôles médicaux, ce qui fait qu'il y a une attractivité. Vous savez, le vieux médecin de campagne qui venait à la maison et qui accouchait même à la maison, ça se fait plus maintenant. Ils ont besoin d'être rassurés. Et il est vrai que d'avoir ces pôles au niveau d'un bassin de vie, c'est très important parce que chacun y trouve son compte et de mutualiser toutes ses compétences avec des frais de structure partagés. Il est certain que, pour moi, en particulier dans les territoires ruraux et de vallée, il est très important justement qu'il y ait cette mutualisation. Eh bien écoutez, merci à tous les trois pour cet éclairage. Merci Daniel Barbe, maire de Blasimont en Gironde, Valérie Revel, maire de l'Escar dans les Pyrénées-Atlantiques et le représentant de la vallée d'Ossau, je l'ai dit suffisamment, Alain Sens. Merci beaucoup à tous les trois. Il faut y venir parce que la neige est en train de tomber. Là. Bon ben voilà, vous avez l'information, la neige est en train de tomber. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine et l'info continue sur TV7. Merci à vous.